Professionnels de la santé mentale, qu'est-ce qui a vraiment ébranlé vos certitudes sur la santé mentale? J'ai bossé dans l'unité la plus dangereuse du pire service psychiatrique de la région. Un samedi matin, ma collègue, appelons-la Becca, a dû emmener sa fille de 10 ans, Poppy, parce que la babysitter avait annulé au dernier moment. Poppy s'est installée dans un coin avec ses devoirs et quelques goûters pendant qu'on commençait la tournée du matin. Rien d'anormal jusque-là. Mais au moment où Becca a voulu montrer à Poppy l'aile d'observation, là où les familles peuvent voir les patients à travers une vitre renforcée, tout a basculé. À peine arrivée, Poppy a pointé du doigt un garçon derrière la vitre, Alan, 11 ans, le patient le plus imprévisible et violent de l'unité. 2 semaines plus tôt, il avait mordu une infirmière jusqu'à l'os, et le mois d'avant, il avait fracturé le crâne d'un aide-soignant avec un plateau repas. Il avait même failli tuer son père adoptif. Mais face à Poppy, Alan s'est figé, il a collé ses paumes contre la vitre et l'a fixée intensément. Poppy s'est approchée, posant ses petites mains à l'endroit exact où étaient les siennes, de l'autre côté du verre. « Maman, je peux lui parler ?» Becca l'a arraché si précipitamment que Poppy a failli trébucher. Elle l'a traîné jusqu'à la salle de repos, tandis qu'Alan se mettait à cogner la vitre de toutes ses forces, jusqu'à la faire vibrer. 20 minutes plus tard, c'était l'heure des activités du matin. Les portes des chambres s'ouvraient et même les patients les plus dangereux pouvaient circuler librement dans les espaces communs pendant 1 heure. C'est là que Becca est arrivée en larmes, complètement paniquée. « Où est Poppy ?» a-t-elle hurlé. Mon sang s'est glacé en réalisant qu'elle avait disparu. Et pour ne rien arranger, la carte magnétique de Becca avait disparu aussi. Tout laissait à penser que Poppy l'avait prise et qu'elle errait dans le service sans surveillance, avec accès à tous les patients. Une seule erreur et le pire pouvait arriver. Je me souviens avoir dévalé le couloir vers l'aile des enfants, pendant que Becca inspectait les infirmeries. Chaque seconde semblait interminable. Je n'arrêtais pas de repenser à ce que certains de nos patients avaient fait avant d'arriver ici, et à la façon dont certains pouvaient s'en prendre à une fillette de l'âge de Poppy. Puis Becca m'a appelée à la radio, haletante, paniquée, me suppliant de la rejoindre dans la salle d'activité. J'y ai couru, le cœur battant à tout rompre, et j'ai senti mes mains trembler en arrivant. Alan et Poppy étaient assis en tailleur, face à face. Ils pliaient du papier en silence, concentrés sur l'origami, alors qu'ils n'avaient jamais montré ce talent à personne. Ils murmuraient, si bas que je n'arrivais pas à saisir ce qu'ils se disaient. Becca et moi, on s'est regardés, blanchâtres, parfaitement conscients de ce dont Alan était capable et à quelle vitesse il pouvait déraper. Il avait paralysé sa petite sœur, un seul souvenir pouvait tout faire basculer, et Poppy aurait pu y passer en un instant. J'ai fait un pas vers eux et j'ai vu Alan se raidir, écraser le papier dans sa main, la mâchoire serrée, cette tension annonciatrice de tempête dans tout son corps. J'ai reculé d'instinct, et à ce moment-là, Poppy a posé sa main sur son bras. Becca a eu un cri d'effroi, prête à bondir, mais Alan, au lieu d'exploser comme à son habitude au moindre contact, a simplement baissé les yeux sur la main de Poppy. Peu à peu, on l'a vu se détendre, comme si toute la colère quittait son corps. Becca s'est approchée doucement et a fini par convaincre Poppy qu'il fallait partir. Poppy a hésité, puis s'est levée. « Je peux venir te voir demain ?» a-t-elle demandé. Alan a hoché la tête, juste une fois, avec une expression que je ne lui avais jamais vue, comme s'il venait de découvrir que la gentillesse pouvait exister avant qu'on ne la lui retire aussitôt. Ce soir-là, Alan a parlé pour la première fois depuis son arrivée. « Où est Poppy ?» Le lendemain matin, Becca l'a ramenée et j'ai pris le risque de les couvrir pendant que Poppy et Alan restaient ensemble derrière la vitre sécurisée. Ils ont recommencé le lendemain, puis encore le jour suivant. 3 semaines durant, j'ai assisté à l'impensable. Alan s'est mis à manger de lui-même, à prendre ses médicaments sans qu'on ait à le maîtriser. Il a même présenté ses excuses à l'infirmière qui l'avait mordu. Son psychiatre n'en revenait pas. C'était du jamais vu. Alan cochait toutes les cases du psychopathe clinique. Et pourtant, la présence de Poppy semblait l'apaiser, presque le guérir. Malheureusement, au bout de 4 semaines, l'administrateur de l'hôpital, Jeffrey, a fini par apprendre ce qui se passait. Il a débarqué furieux, menaçant de tous nous virer sur le champ, parlant de procès, de risques, hurlant que sa carrière serait fichue si la gamine était blessée. Il a posé un ultimatum à Becca. Arrêter d'amener Poppy ou risquer d'être blacklistée à vie. Mais Becca n'a accepté aucune de ces options. Elle a engagé le meilleur avocat du coin avec toutes ses économies, et il a trouvé un précédent légal pour les interventions thérapeutiques. Bref, ils ont réussi à prouver que, sous supervision médicale, les visites de Poppy devaient être autorisées. Pourtant, 2 jours avant que le tribunal n'officialise les visites, Becca a voulu annoncer la bonne nouvelle à Alan en passant plus tôt, mais sa chambre était vide. L'infirmière de nuit nous a expliqué qu'il avait été transféré en pleine nuit, Jeffrey ayant prétexté un incident pour l'envoyer en sécurité maximale, les documents déjà scellés. Poppy est restée debout dans la chambre vide, les yeux rivés sur le lit défait. Mais je l'aidais. « On va le retrouver, ma chérie. » La main de Becca tremblait en serrant sa fille tout contre elle. Je suis restée là, à fixer le lit vide, le cerveau en ébullition. Les papiers étaient peut-être scellés, mais il devait bien rester une trace quelque part. Chaque transfert nécessite des documents, chaque changement de service requiert des signatures. J'ai regardé ma montre. Il ne nous restait que 10 minutes avant que Jeffrey ne s'aperçoive de notre disparition.
Becca a raccompagné Poppy tandis que je prenais discrètement en photo le numéro de la chambre et le dossier médicamenteux encore accroché au mur. Mon service s'est terminé à 15h et j'ai passé le reste de la journée à téléphoner à tous les établissements dans un rayon de 150 km, sans qu'aucun ne veuille me dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, impossible de dormir, je ne pensais qu'à Alan, sûrement à nouveau attaché et sous sédatif dans un endroit inconnu. Tout ce que nous avions réussi à construire en 3 semaines s'était envolé. Mon téléphone a vibré à 2h du matin. Becca m'écrivait qu'elle culpabilisait d'avoir amené Poppy au travail, mais qu'elle n'abandonnait pas. Elle avait déjà laissé 3 messages à son avocate. Je lui ai répondu qu'on finirait par trouver une solution. Le lendemain, je suis arrivée tôt et je me suis rendue directement au bureau de Fiona Hart, la psychiatre d'Alan, déjà installée à son poste, visiblement furieuse. Elle non plus n'avait été prévenue du transfert. Ses consignes médicales avaient été totalement ignorées. Elle m'a montré les notes qu'elle avait prises la veille, où elle soulignait les progrès exceptionnels d'Alan. Elle m'a aussi expliqué que les sociétés de transport étaient obligées de déposer des registres de trajet auprès de l'État. C'était un début de piste. Je retournais à mon poste quand mon téléphone a sonné. C'était Diane Brennan, l'avocate de Becca, qui déposait une requête en urgence puisque Jeffrey avait enfreint l'ordonnance du tribunal, censée entrer en vigueur 2 jours plus tard. Mais il lui fallait des preuves que le transfert avait été décidé de mauvaise foi. Elle avait besoin de documents prouvant l'absence d'incident réel. Je lui ai dit que j'allais voir ce que je pourrais trouver. Pour ma pause déjeuner, j'ai retrouvé Harmony Sumner, l'infirmière de nuit qui était présente lors du transfert d'Alan. Elle semblait nerveuse à mes questions, mais se souvenait avoir aperçu le nom de la société de transport sur le badge de quelqu'un. Secure Move Transportation. Elle l'a noté discrètement sur une serviette, en murmurant que ce qu'avait fait Jeffrey n'était pas correct. De retour à mon bureau, j'ai appelé Secure Move, en prétendant vérifier la facturation d'un transfert de patient. La femme au bout du fil s'est tout de suite montrée méfiante, et m'a clairement dit qu'il n'avait pas le droit de communiquer la destination d'un patient. J'étais encore en ligne lorsque Stuart Bishop du service gestion des risques a débarqué à mon bureau, bras croisés, pour me mettre en garde contre toute violation de la confidentialité des patients. Il m'a expliqué que Jeffrey lui avait rapporté que je posais des questions que je n'aurais pas dû poser. Après le départ de Stuart, j'ai tout de suite appelé Dan Strickland, mon représentant syndical, qui gérait les affaires internes de l'hôpital depuis 20 ans. Il m'a rassuré en m'expliquant que j'étais protégée en tant que lanceur d'alerte, tant que je documentais bien chaque étape. Il avait déjà vu des administrateurs agir exactement de la même manière, dès lors qu'ils craignaient d'être tenus responsables. Il m'a donné le numéro du médiateur de l'État et m'a conseillé de conserver une copie de tous les documents. Ce soir-là, je suis restée tard à fouiller dans de vieux registres de services rangés à l'archive. Mes mains tremblaient lorsque j'ai enfin mis la main sur ce que je cherchais. Un rapport d'incident concernant Alan, daté de la nuit même de son transfert. Mais l'horodatage du fichier informatique prouvait qu'il avait été créé le lendemain matin. Jeffrey avait antidaté le rapport pour justifier le transfert. J'ai pris des photos de l'écran montrant les propriétés du fichier ainsi que du rapport lui-même. Le document affirmait qu'Alan aurait agressé un membre du personnel, sans préciser qui exactement. C'était manifestement faux. Le lendemain, Fiona m'a convoqué dans son bureau. Elle avait rédigé une attestation médicale détaillant la réaction unique d'Alan à la présence de Poppy, les évolutions neurologiques observées et les risques psychologiques irréversibles si on interrompait ce progrès. Elle jouait sa carrière en s'opposant ouvertement à la décision de Jeffrey, mais elle m'a demandé d'en remettre une copie à l'avocate de Becca. J'ai retrouvé Diane dans un café près du tribunal. Elle a lu attentivement tout ce que j'avais rassemblé et m'a assuré que c'était exactement ce qu'il lui fallait. Elle a déposé sa requête d'urgence dans l'après-midi. Quelques heures plus tard, elle a reçu un appel du greffe du juge. Le juge voulait que la protection de l'enfance évalue si Poppy avait pu être en danger lors des visites. Cette tournure pouvait nous être désastreuse si les services sociaux estimaient que Becca avait mis sa fille en danger. Diane a insisté pour que nous nous préparions au pire, à savoir que Becca risque de perdre la garde. Rien que d'imaginer Poppy séparée d'Alan, alors qu'elle n'avait fait qu'aider un enfant effrayé, j'en avais l'estomac noué. Mais Diane avait déjà eu affaire à la protection de l'enfance. Elle savait comment présenter la situation. Selon elle, il faudrait insister sur le cadre strict des visites et les bénéfices médicaux que Fiona avait documentés. Toute cette affaire prenait une ampleur folle, et nous ne savions même pas où se trouvait Alan. 2 jours plus tard, une femme de la protection de l'enfance s'est présentée à l'hôpital, un gros dossier sous le bras et un enregistreur à la main. Elle s'appelait Yoon Yoon et faisait ce métier depuis 15 ans. Elle s'est installée avec Becca dans la salle de réunion et a passé en revue chaque mesure de sécurité mise en place lors des visites de Poppy chez Alan. Becca lui a montré les registres de visiteurs, expliqué que la vitre de sécurité avait toujours été maintenue entre eux. Yoon a tout noté dans son carnet et demandé à voir la salle d'observation où se déroulaient les visites. Elle a mesuré la distance entre les chaises, pris des photos de l'épaisseur du verre renforcé, puis a demandé si elle pouvait rencontrer Poppy pour mieux comprendre la situation. Becca a fait sortir Poppy de l'école plus tôt pour l'emmener au bureau de Yoon, en centre-ville. Poppy est entrée, portant une petite boîte en carton qu'elle a déposée soigneusement sur le bureau de Yoon. Elle l'a ouverte pour sortir 7 animaux en papier qu'Alan lui avait appris à plier lors de leur rencontre. Une grue dont les ailes battaient quand on tirait sur la queue,
Une grenouille qui pouvait vraiment sauter si on appuyait sur ses pattes arrière, un papillon orné de motifs dessinés au crayon sur chaque aile. Poppy a expliqué qu'Alan lui avait montré des techniques de pliage spéciales, inconnues de tous les autres. Elle a même fait la démonstration d'un signe, pour lequel il fallait plier un coin exactement 17 fois afin de former le cou correctement. Yoon observait les mains de Poppy, aussi précises et appliquées qu'avaient dû l'être celles d'Alan. Elle lui a demandé de lui apprendre à faire la grue, et Poppy l'a guidée étape par étape. Plus tard dans l'après-midi, Yoon est retournée à son bureau pour éplucher tous les dossiers qu'elle pouvait trouver sur Alan. Elle a récupéré des documents dans 3 services différents et 4 établissements. Le schéma était évident. Chaque fois qu'une visite familiale ou une audience au tribunal était programmée pour Alan, il était transféré dans les 48 heures. Cela s'était produit 6 fois en 2 ans, ce qui montrait bien que quelqu'un avait délibérément tenu cet enfant à l'écart. Elle avait soigneusement fait des copies de toutes les dates de transfert, mises en évidence au stabilo jaune. Pendant ce temps, Stuart Bishop m'a adressé un mémo officiel, urgent et confidentiel, à mon adresse pro. J'étais désormais sous le coup d'une enquête pour atteinte à la confidentialité des patients et accès non autorisé à des informations sensibles. On me prévenait que si je continuais à poser des questions sur le transfert d'Alan, je risquais une suspension immédiate, sans salaire. Les ressources humaines et le service juridique de l'hôpital avaient aussi reçu le mémo en copie. Je l'ai aussitôt imprimé et ajouté à mon dossier de preuves qui commençait à prendre des proportions inquiétantes. Cette même semaine, Becca a reçu une nouvelle facture de carte bancaire et ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les frais d'avocat dépassaient déjà les 8 000 € et Diane réclamait une nouvelle provision avant vendredi. Becca avait déjà atteint le plafond de ses cartes Visa et Mastercard, puisé dans son épargne de secours juste pour honorer les paiements minimaux, et a fini par appeler sa sœur pour demander un prêt, mais celle-ci avait aussi des soucis d'argent. Becca s'est donc résignée à envisager de piocher dans son épargne retraite, bien que la pénalité de retrait anticipé lui coûte encore des milliers d'euros. Le lendemain matin, Harmonie m'a discrètement prise à part près du chariot de médicaments pour me parler du quai de chargement. Elle m'a expliqué qu'il y avait un angle mort d'environ 3,60 m à l'endroit précis où les véhicules de transport stationnaient. La caméra de gauche ne couvrait pas la zone derrière le pilier en béton. Celle de droite était réglée trop haut. En bref, quelqu'un connaissant bien les lieux pouvait parfaitement faire sortir Alan sans laisser la moindre trace sur les enregistrements. Elle m'a dessiné un plan rapide au dos d'un planning pour m'indiquer les angles morts. Cet après-midi-là, je suis allée au greffe du comté pour remplir une demande officielle d'accès aux documents administratifs, espérant obtenir toutes les autorisations de transport de la nuit où Alan avait été déplacé. L'employé m'a averti que le traitement prendrait entre 4 et 6 semaines et qu'il fallait compter 50 centimes la page. Jeffrey ne pouvait pas refuser ma demande, mais il avait toute l'attitude pour la retarder. J'ai réglé les frais de dossier et reçu un reçu avec le numéro de référence. De son côté, Diane avait fixé une audition avec le responsable de nuit, Carl, celui qui avait signé les papiers de transfert d'Alan. Il était manifestement nerveux quand la greffière a installé son matériel d'enregistrement. Sous serment, il a admis que Jeffrey l'avait appelé chez lui ce soir-là pour lui demander de valider en urgence un transfert. Quand Diane a voulu savoir ce qui motivait l'urgence, Carl a parlé d'un audit d'assurance à venir et du fait que Jeffrey craignait pour la couverture responsabilité civile en cas de patient violent. Diane lui a fait répéter 3 fois la même phrase pour que la greffière la consigne mot pour mot. Après 2 semaines à fouiller dans les annuaires d'établissement et à passer des dizaines d'appels, Yoon a fini par localiser Alan. Il était au centre de détention pour mineurs de Millbrook, à 3 départements plus loin, dans le nord de l'État. Ce centre, très sécurisé, n'avait ni programme scolaire, ni thérapie, et les visites étaient strictement réservées à la famille proche, avec l'accord du juge. Alan y était depuis 16 jours déjà. Ce soir-là, l'institutrice de Poppy a appelé Becca sur son portable pendant le dîner pour lui expliquer que Poppy se disputait constamment avec les autres et refusait de faire ses devoirs. Ce jour-là, elle avait même balancé son plateau repas à la cantine et passé tout l'après-midi dans le bureau du directeur. La conseillère d'orientation recommandait une thérapie, sans rien savoir de la situation d'Alan ni des hospitalisations. Becca a pris rendez-vous pour Poppy dès la semaine suivante, même si elle était incapable de payer une facture supplémentaire. Ce même après-midi, Fiona m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait contacté le directeur médical de Millbrook au sujet d'Alan, lui envoyant 3 semaines de rapports détaillés sur ses progrès avec Poppy, avec graphiques à l'appui sur la régularité de la prise de médicaments et l'absence totale d'incidents violents lors des visites. Le directeur s'est montré intéressé par les données, mais a été catégorique sur le fait que, dans un établissement de haute sécurité, aucune exception n'était possible concernant les listes de visiteurs. 2 jours plus tard, alors que je terminais ma tournée du matin, Stuart est arrivé à l'infirmerie avec une grande enveloppe brune. Il avait l'air gêné en me tendant les documents et j'ai cru apercevoir une pointe de regret dans son regard. Jeffrey me mettait en congé administratif, prétextant que je négligeais mon travail habituel au profit du dossier d'Alan. Le congé prenait effet sur le champ. La sécurité devait m'escorter hors de l'hôpital avant la fin de l'heure. J'ai vidé mon casier sous l'œil du vigile,
tremblante de rage devant tant de manigances. Être en congé, cela signifiait plus aucun accès aux systèmes informatiques, ni aux dossiers patients, ni aux documents de transfert. Mais cela voulait aussi dire que je n'étais plus contrainte par leur clause de confidentialité, et que je pouvais enfin déposer plainte sans craindre de sanctions internes. Je suis rentrée chez moi et j'ai passé la journée à rédiger un rapport aussi complet que possible sur l'affaire. Chaque visite clandestine, chaque progrès d'Alan, chaque mensonge de Jeffrey à propos du transfert en urgence. J'ai tout noté, date, horaire, témoins, copies à l'appui. Dès le lendemain matin, le bureau du médiateur de l'État a accepté ma plainte et désigné une enquêtrice, Rachel, qui semblait vraiment se soucier de l'affaire. En 3 jours, une enquête officielle était lancée et il commençait déjà à réclamer tous les documents relatifs au transfert d'Alan et aux incidents des 6 derniers mois. Les enquêteurs de l'État ont des pouvoirs que nous n'avons pas, comme celui d'imposer la remise de documents confidentiels ou de faire comparaître les responsables. Rachel m'a rapidement informé qu'ils avaient déjà repéré des anomalies dans les dossiers de transfert, de quoi justifier des investigations approfondies. Pendant ce temps, Becca avait commencé à travailler avec la nouvelle thérapeute de Poppy sur un problème auquel elle ne s'attendait pas. Lors de la séance, la thérapeute avait fait entrer un chien de refuge particulièrement difficile, un croisé berger allemand qui aboyait furieusement et se jetait sur quiconque s'approchait. Mais il a suffi que Poppy s'installe par terre et commence à lui parler avec la même voix apaisante qu'elle utilisait avec Alan pour que l'animal devienne soudain calme. Elle n'a pas cherché à le toucher, elle s'est simplement assise là, pliant du papier tout en discutant doucement de tout et de rien. En 20 minutes, le chien s'était allongé à côté d'elle, apaisé comme il ne l'avait jamais été depuis son arrivée au refuge. La thérapeute a tout filmé. Poppy avait ce don rare de tisser un lien avec des âmes cabossées que personne d'autre ne parvenait à approcher. Cette vidéo est vite devenue la preuve irréfutable que ce qui s'était passé avec Alan n'était pas un simple hasard, mais la manifestation d'une vraie capacité thérapeutique. Ce soir-là, Diane m'a appelée, pour une fois porteuse de bonnes nouvelles. Elle avait décroché une ordonnance de protection temporaire interdisant tout nouveau transfert d'Alan sans notification et aval du tribunal. Le juge, frappé par la répétition des transferts juste avant les visites ou les audiences, avait jugé la manœuvre au mieux suspecte, sinon carrément illégale. C'était certes une petite victoire, mais Alan ne pouvait plus être déplacé en pleine nuit dans un nouvel établissement. De son côté, Yoon avait réussi à obtenir l'autorisation d'interroger Alan à Millbrook dans le cadre de son enquête, après de longues démarches auprès des services de protection de l'enfance. Elle a fait les 3 heures de route vers le nord et passé 40 minutes avec lui dans une salle de visite surveillée. En rentrant, elle m'a appelé aussitôt, la voix tremblante de larmes. Alan lui avait juste soufflé un mot, demain, et passé tout l'entretien à plier une grue en papier avec la seule feuille qu'elle lui avait apportée. Il se souvenait de tout, et il n'avait pas perdu l'espoir de revoir Poppy. La grue était parfaite, chaque pli d'une précision remarquable malgré ses mains qui n'arrêtèrent pas de trembler. Yoon m'a dit qu'il n'avait pas quitté la porte des yeux, comme s'il attendait de voir Poppy apparaître d'un instant à l'autre. À Millbrook, le spécialiste du comportement avait extrait les données de suivi d'Alan pour les transmettre à Diane dans le cadre de la procédure. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes et confirmaient tout ce que nous affirmions depuis le début. Pendant les 3 semaines où Poppy lui rendait visite, Alan prenait ses médicaments sans faute, finissait quasiment tous ses repas et nul n'avait eu besoin de le maintenir de force. Mais dès l'arrêt des visites, tout s'est effondré en moins de 48 heures, contention quotidienne, refus de s'alimenter, traitement administré de force. La corrélation sautait aux yeux, impossible à nier même pour Jeffrey. Les chiffres ne mentent pas, même quand certains administrateurs essaient de le faire. Peu après, Diane a reçu un dossier encore plus accablant, transmis anonymement depuis l'hôpital. Tout un échange d'emails internes entre Jeffrey et Stuart datant de la période précédant le transfert d'Alan. Dans l'un d'eux, Jeffrey écrivait « Si cette fille se blesse, c'est une catastrophe médiatique et ma carrière ne survivra pas à un nouvel incident sous les projecteurs. » Un autre message évoquait les risques de responsabilité excessifs et la nécessité d'éliminer ce danger au plus vite. Leur inquiétude n'avait jamais vraiment concerné la sécurité réelle, seulement l'image et les retombées si les choses tournaient mal. Ce qui comptait pour eux, c'était la réputation et les procès, jamais le bien-être d'Alan ou de Poppy. La même source anonyme m'a également envoyé un colis chez moi, contenant les notes personnelles de Stuart, prises lors des réunions de gestion des risques. En les parcourant, j'ai commencé à discerner autre chose qu'une simple cruauté. Stuart avait fait des tableaux de probabilité, consulté des actuaires d'assurance et semblait sincèrement persuadé qu'il y avait 70% de chances qu'un accident grave survienne. Ces notes trahissaient une peur réelle, pas seulement celle de poursuite, mais aussi celle d'avoir la responsabilité de ce qui pourrait arriver à Poppy. Il avait même écrit dans la marge d'une page « Je ne pourrais pas me le pardonner si elle mourait ». Ce n'étaient pas des monstres prenant des décisions cruelles, mais des gens effrayés prenant de mauvaises décisions. Et pour les enfants, le résultat était le même. 2 jours plus tard, Dan est passé chez moi avec une pile de dossiers syndicaux, m'annonçant qu'il déposait une plainte concernant ma suspension. Depuis des mois, il rassemblait des cas d'autres employés sanctionnés après avoir signalé des problèmes à l'hôpital. L'avocat du syndicat nous a tout de suite rassurés sur la solidité de notre dossier, puisque j'avais tout consigné et suivi les procédures de lanceur d'alerte, avant de m'adresser à l'État. Dan a passé 3 heures à recueillir ma déposition,
pendant que je lui montrais toutes les photos prouvant la falsification des rapports. Son visage se fermait un peu plus à chaque nouvelle preuve. Pendant ce temps, Diane appelait Becca pour lui annoncer que le juge fixait une audience sur les preuves dans 3 semaines et réclamait des propositions concrètes pour organiser les visites sous surveillance en toute sécurité. Le juge semblait chercher un compromis qui protège les 2 enfants tout en maintenant un certain contact. Becca s'est aussitôt tournée vers Fiona, qui s'est plongée dès le soir même dans l'élaboration d'un protocole détaillé. Elle a veillé jusqu'à 4 heures du matin pour rédiger un cadre précis. Durée limitée, interdiction totale de contact physique, présence obligatoire d'un soignant à tout moment. Elle a présenté ce protocole comme une opportunité de recherche pouvant servir à d'autres enfants violents, susceptibles de réagir positivement à des liens avec leur père. Sa proposition prévoyait un suivi hebdomadaire, une surveillance vidéo et l'interruption immédiate du protocole au moindre comportement inquiétant. Pendant que Fiona peaufinait ce dispositif, le nouvel établissement d'Alan a voulu vérifier si le bénéfice venait spécifiquement de sa relation avec Poppy ou si un simple lien avec un père pouvait suffire. Ils ont donc fait venir une adolescente de 13 ans, bénévole du programme et formée à l'accompagnement de patients difficiles. Elle s'est restée assise 1 heure devant la porte de la chambre d'Alan, essayant d'entrer en contact avec lui à travers l'ouverture. Alan n'a pas quitté son lit, n'a pas prononcé un mot, pas même un regard vers la porte. Le lendemain, le personnel a réessayé avec un autre adolescent, un garçon cette fois, plus proche de l'âge d'Alan. Même résultat, aucune réaction, comme si rien ne pouvait remplacer le lien unique qu'il entretenait avec Poppy. La directrice de l'établissement a directement contacté Fiona pour lui signaler qu'Alan ne semblait réagir qu'à Poppy, ce qui, d'un point de vue clinique, rendait leur lien d'autant plus remarquable. Ce week-end-là, Becca est passée chez moi. On a passé des heures dans ma cuisine à refaire le film de tout ce qu'on avait bien ou mal fait. Elle a reconnu qu'elle n'aurait jamais dû amener Poppy au travail ce premier jour. Et j'ai admis que j'aurais dû signaler les visites officiellement au lieu de les couvrir. On savait très bien toutes les deux qu'on avait bravé les règles. Mais on était aussi conscientes que ces règles-là n'étaient pas faites pour protéger les enfants. Les mains tremblantes, Becca m'a raconté qu'elle veillait Poppy la nuit, la voyant lutter dans son sommeil, tourmentée par des cauchemars où Alan était livré à lui-même. On s'est promis qu'à partir de maintenant, on respecterait chaque protocole à la lettre, tout en continuant à se battre pour les besoins des enfants. La veille de l'audience, je me suis installée devant mon ordinateur pour rédiger une déclaration sur l'impact de ce que j'avais vu. Mes doigts filèrent sur le clavier tandis que je décrivais la manière dont notre système traite ces enfants vulnérables comme des dangers, au lieu de les voir comme des personnes qui ont besoin d'aide. J'ai parlé de la transformation d'Alan en 3 semaines, du don naturel de Poppy pour tisser des liens, et de l'effet dévastateur de politiques fondées sur la peur, qui empêchent toute guérison. J'ai imprimé 5 exemplaires que j'ai glissés dans des chemises cartonnées à l'attention du juge. L'audience sur les preuves a débuté à 9 heures, dans une petite salle du tribunal en centre-ville. Diane a exposé notre dossier de façon méthodique, présentant les données comportementales, les rapports médicaux, les images des caméras de l'hôpital, tout ce qui montrait l'amélioration d'Alan lors des visites de Poppy. Jeffrey était assis en face, entouré des avocats de l'hôpital, la mâchoire crispée à mesure que Diane déroulait les preuves. Stuart, derrière lui, avait l'air mal à l'aise dans son costume. Le juge a posé des questions précises sur les protocoles de sécurité et Jeffrey s'est mis à transpirer à grosses gouttes. Elle voulait des explications concrètes sur l'incident supposé avoir déclenché le transfert d'Alan, mais Jeffrey ne cessait d'esquiver, se réfugiant derrière des arguments vagues de sécurité générale. Quand Fiona a pris la parole, elle a employé un vocabulaire médical pointu pour expliquer les progrès remarquables d'Alan. Elle a présenté des comparaisons d'IRM, des graphiques sur son comportement, des taux d'observance des traitements, brossant ainsi un tableau sans appel. Sa réputation pesait lourd quand elle a expliqué que les connexions neuronales d'Alan évoluaient, bel et bien, grâce à la présence de Poppy. L'avocat de Jeffrey a tenté de remettre en cause ses conclusions, mais Fiona, forte de ses publications sur la psychopathie infantile, a balayé toutes les objections. Elle est restée imperturbable et précise, démontant un à un les arguments selon lesquels Alan serait irrécupérable. Puis le moment décisif est arrivé. Stuart a été appelé à témoigner sur l'évaluation des risques ayant mené au transfert d'Alan. Sous serment, les yeux du juge rivés sur lui, il a fini par admettre qu'aucun incident n'avait eu lieu la nuit du transfert. La voix brisée, il a expliqué qu'il avait voulu protéger l'hôpital d'éventuelles poursuites, qu'il avait estimé les risques et cru bien faire. La salle s'est figée, seuls les greffiers tapèrent sur leur clavier. Le visage de Jeffrey est devenu écarlate, tandis que son propre responsable des risques contredisait la version officielle. Le juge a demandé à Stuart de répéter, pour s'assurer d'avoir bien compris. Stuart a confirmé, les documents de transfert mentionnaient un faux incident violent qui n'avait jamais existé. Jeffrey a tenté de limiter la casse en prenant la parole, rappelant les antécédents d'Alan, l'infirmière mordue au bras, l'aide-soignant au crâne fracturé. Il a sorti d'anciens rapports, des photos de blessures, des témoignages d'ex-employés, mais le juge l'a coupé net, lui rappelant que les faits passés ne justifiaient ni la falsification de documents, ni la violation des décisions du tribunal. Elle a précisé que la question n'était pas de savoir si Alan avait déjà été violent, mais si l'hôpital avait agi de bonne foi lors de son transfert. Les avocats de Jeffrey ont alors demandé une suspension et sont restés 20 minutes dans le couloir à discuter si fort qu'on les entendait de l'autre côté de la porte. Quand ils sont revenus,
Ils avaient l'air abattus et ont demandé à présenter une position modifiée. La juge leur a demandé d'aller droit au but. Yoon s'est alors levée avec un épais dossier sous le bras. Elle a étalé sur la table les historiques de transfert et d'isolement d'Alan sur plusieurs années. À chaque transfert, sa violence empirait en quelques semaines seulement. Elle a pointé des dates précises où l'isolement avait directement conduit à des actes d'automutilation. Elle a expliqué à la juge qu'empêcher Alan de voir la seule personne qui comptait pour lui, c'était presque de la négligence médicale. Les schémas étaient tellement flagrants qu'on ne pouvait pas les ignorer. Elle a recommandé un contact encadré, avec des règles strictes, mais a insisté sur le fait que les deux enfants avaient besoin de ce lien. Le visage de Jeffrey virait au rouge au fur et à mesure que Yoon détaillait l'échec du système vis-à-vis d'Alan depuis des années. La juge prenait des notes alors que Yoon exposait son plan. Des visites mensuelles sans contact physique, une table séparant les enfants, 2 membres du personnel présents en permanence et un comité chargé de superviser chaque rencontre, avec la possibilité d'interrompre à tout moment si nécessaire. Après 3 heures de déposition, la juge a demandé une pause pour délibérer. Nous sommes restés dans le couloir, Jeffrey faisant les 100 pas au téléphone, Stuart assis seul, les yeux dans le vide. Quand la juge est revenue, elle avait l'air fatiguée mais résolue. Elle a statué que les preuves montraient un bénéfice thérapeutique évident, l'emportant sur les risques. Elle a autorisé des visites mensuelles de 20 minutes, à partir de dans 2 semaines. Alan et Poppy pourraient s'installer aux 2 extrémités d'une table, sans aucun contact physique. 3 membres du personnel devraient être présents, tout serait enregistré, et un comité de 5 professionnels examinerait chaque visite. Ce n'était pas vraiment ce qu'on espérait, mais au moins, ils allaient pouvoir se revoir. Jeffrey est parti furieux, sans un mot, tandis que ses avocats rangeaient leurs papiers. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel des ressources humaines. Ma mise à pied administrative venait d'être levée, sous certaines conditions. J'étais autorisée à reprendre le travail tout de suite, mais il m'était strictement interdit de m'occuper du dossier d'Alan. Je me voyais confier la rédaction de rapports sur d'autres patients, pendant que mes collègues prenaient en charge les visites. Je me sentais mis à l'écart, mais au moins je gardais mon poste. La responsable RH m'a expliqué que le conseil d'administration s'était réuni spécialement pour discuter de toute cette histoire. La nouvelle a circulé à toute vitesse. Jeffrey avait été relégué à un poste sans contact avec les patients. Désormais, il s'occupait de la facturation et du contrôle des assurances. Stuart, lui, a été chargé de revoir les protocoles de transfert avec des périodes de révision obligatoires. À la salle de pause, on murmurait que le bureau de Jeffrey avait été vidé discrètement pendant la nuit, son nom effacé de la porte, remplacé par celui d'un administrateur intérimaire. Ce n'était pas exactement la justice qu'on attendait, mais voir des conséquences concrètes apportait un certain soulagement. Dan m'a appelé cet après-midi-là pour me tenir au courant de notre réclamation syndicale. L'hôpital avait accepté un accord officiel interdisant toute représailles contre les salariés qui signalent des problèmes. Ils allèrent devoir afficher, dans chaque service, des avis rappelant les droits des lanceurs d'alerte. D'après Dan, cela permettrait à d'autres employés de s'exprimer sans craindre pour leur poste. L'accord me protégeait personnellement tout en posant de nouvelles règles pour l'avenir. Tout supérieur qui exercerait des pressions sur un employé lanceur d'alerte risquait un licenciement immédiat. Le syndicat se battait depuis des années pour obtenir cette garantie. La semaine suivante, Becca s'est plongée dans chaque page du protocole de visite, a rédigé des fiches de synthèse et s'est entraînée à tout expliquer à Poppy. Ses mains tremblaient quand elle abordait le sujet, mais elle répétait que les 2 enfants avaient droit à cette chance. Elle a acheté à Poppy des vêtements sans poche pour éviter toute dissimulation et lui a appris à rester assise bien droite, les mains toujours visibles. Poppy écoutait sérieusement et lui a demandé si Alan se souviendrait de leurs animaux en papier. Le jour de la première visite est arrivé plus vite que prévu. Je n'avais pas le droit d'être là, mais Becca m'a envoyé des nouvelles par texto, depuis le parking. Elle me disait que Poppy s'était levée à 4 heures du matin pour s'entraîner à l'origami. Leur passage par la sécurité a été rallongé à cause des nouvelles consignes, et elles ont dû recommencer 3 fois. Lorsqu'elles ont enfin atteint la salle de visite, Alan était déjà là, accompagné de 2 gardiens. Selon Becca, il avait beaucoup maigri, mais ses yeux se sont illuminés en voyant Poppy entrer. Ils se sont installés chacun à une extrémité de la grande table, mains bien à plat, sous la surveillance attentive des gardiens, pendant que Poppy montrait à Alan une grue en papier qu'elle avait pliée. Alan s'est lancé à son tour, pliant lentement sa propre grue, les mains toujours visibles. Impossible de s'échanger leurs œuvres, alors ils les ont simplement levées pour les comparer. Pendant 21 minutes, ils ont plié du papier en silence. Ou presque. Jamais le personnel n'avait vu Alan aussi détendu. À la fin du temps imparti, Poppy s'est levée tout doucement et lui a fait un signe de revoir. Alan a acquiescé, les regardant s'éloigner sans aucune agressivité. Le soir même, Becca m'a appelé en larmes, mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Poppy avait dormi d'une traite, sans cauchemar où Alan disparaissait ou se faisait du mal. Depuis son départ, la petite faisait chaque nuit des mauvais rêves, mais le revoir apaisé avait réparé quelque chose en elle. Becca ne cessait de répéter « Les 2 enfants vont s'en sortir maintenant ». Pour la première fois, elle y croyait vraiment. Fiona m'a envoyé un mail à propos d'un article qu'elle préparait sur l'affaire. Elle avait pris soin d'anonymiser nom et lieu, mais racontait en détail la percée thérapeutique.
Les revues médicales étaient déjà intéressées pour le publier. D'autres établissements commençaient à la contacter pour mettre sur pied des programmes similaires avec leurs jeunes violents. Fiona disait qu'Alan et Poppy pourraient bien contribuer à changer tout un système. Yoon, de son côté, a commencé à organiser une prise en charge pour aider Poppy à surmonter son vécu. Elle lui a trouvé une art thérapeute spécialisée dans le traumatisme et la résilience chez l'enfant. Après 2 séances cette même semaine, la thérapeute a téléphoné à Yoon, stupéfaite. Selon elle, Poppy faisait preuve d'une empathie rare, que beaucoup d'adultes n'atteindront jamais. La façon dont Poppy comprenait la souffrance d'Alan sans jamais en avoir peur était exceptionnelle. Au nouvel établissement, on a adopté la même approche calme que celle que Poppy avait inspirée, et rapidement, les comportements d'Alan ont changé de façon spectaculaire. Chaque semaine, le personnel tenait Fiona au courant. Alan restait tranquillement assis pendant les groupes, dès qu'on lui donnait du papier à plier. Les mises en contention, quotidiennes auparavant, se limitèrent désormais à 1 ou 2 fois par semaine. Les soignants n'en revenaient pas. L'enfant sanglé presque tous les jours allait désormais déjeuner avec les autres, sans incident. Ils appliquaient les méthodes qui avaient fonctionné avec Poppy et voyaient Alan se transformer de semaine en semaine. Lors de la revue mensuelle, le comité de surveillance a discuté du dossier pendant 2 heures et a validé un nouveau protocole. Alan pourrait écrire à Poppy entre les visites et elle pourrait lui envoyer des dessins. Les membres du comité faisaient circuler les petits mots d'Alan, ornés de grues en papier dessinées dans les marges. Poppy, elle, réalisait de grands dessins d'animaux en train de faire de l'origami que le personnel affichait au mur de la chambre d'Alan. Leur lien restait palpable, même à distance. Pendant ce temps, le bureau du médiateur de l'État m'a contacté. Ils avaient entendu parler de notre histoire durant l'enquête et cherchaient quelqu'un qui comprenait vraiment les défaillances du système vis-à-vis des enfants. Ce poste impliquait de quitter l'hôpital, mais c'était l'occasion d'agir à une plus grande échelle. Il m'a fallu 3 jours pour me décider à accepter. Le salaire était meilleur, et j'avais la certitude d'être utile, au-delà d'un seul service. Par ailleurs, Becca a retrouvé Diane pour chercher une solution de paiement face à toutes les factures juridiques qui s'étaient accumulées. L'avocate a mis en place un plan de paiement mensuel réellement adapté à la situation de Becca, lui évitant ainsi de risquer de perdre son logement. Grâce à la nouvelle politique anti-représailles, elle a pu conserver son emploi et même obtenir le droit de faire des heures supplémentaires pour réussir à boucler ses fins de mois. Elle était constamment épuisée, mais ne cessait de répéter que voir ses 2 enfants aller mieux en valait largement la peine. Du côté d'Alan, son nouveau thérapeute envoyait des comptes rendus qui forcèrent l'admiration de toute l'équipe. Lors de ses séances quotidiennes, Alan s'était mis à plier du papier de lui-même, sans qu'on le lui propose. Il fabriquait une grue ou une grenouille et demandait ensuite au thérapeute ce qu'il ferait le lendemain. Lui qui n'avait jamais parlé du futur commençait à croire que de belles choses étaient possibles. Toute l'équipe a célébré le jour où, spontanément, il a exprimé l'envie d'apprendre de nouvelles formes. 3 mois ont passé, Alan respectant à la lettre le règlement de l'établissement. Les rapports soulignant ses progrès s'accumulaient et la commission d'examen a donné son accord pour qu'il soit transféré dans une unité intermédiaire, plus proche de Becca. Ce nouvel endroit permettait aux patients montrant des progrès réguliers de recevoir 2 visites par semaine. Alan a soigneusement préparé ses affaires, n'oubliant pas la boîte à chaussures remplie des dessins de Poppy. Le transfert s'est déroulé un mardi matin, sans aucune difficulté. Un après-midi, l'institutrice de Poppy a appelé Becca pour lui raconter une belle initiative qui venait de voir le jour à l'école. Poppy avait fondé un club où les enfants fabriquaient des animaux en origami à envoyer à des patients hospitalisés un peu partout. Elle apprenait à ses camarades les techniques de pliage tout en leur expliquant que de petits gestes pouvaient adoucir la vie de ceux qui traversèrent des épreuves. 23 enfants se sont inscrits dès la première semaine, et la directrice a tellement apprécié l'idée qu'elle leur a attribué une salle pour se réunir pendant la pause déjeuner. Poppy a même réalisé une affiche sur laquelle on pouvait lire « La gentillesse commence par un simple pli ». Mon dernier jour à l'hôpital est arrivé plus vite que prévu. L'équipe avait organisé une petite fête improvisée dans la salle de repos, avec un gâteau sorti du supermarché et des sodas à peine frais. Tout le monde avait signé une carte pour me souhaiter bonne chance dans mon nouveau poste. Stuart est passé en fin de journée, alors que la plupart étaient déjà repartis. Il m'a pris à part pour me remercier d'avoir osé tenir tête à la direction. Il m'a confié qu'il avait commencé à consulter un thérapeute pour apprendre à mieux gérer son anxiété liée au travail. Tout ce qui s'est passé m'a fait comprendre que ma peur faisait souffrir les autres, m'a-t-il avoué. Il m'a serré la main et est parti avant que j'aie le temps de répondre. Cette semaine-là, Diane m'a appelé avec des nouvelles de son cabinet. Elle venait d'accepter 3 nouvelles familles confrontées à des situations similaires. Notre affaire avait fait jurisprudence et d'autres avocats s'en servaient déjà pour défendre leurs clients. Une famille se battait depuis 2 ans pour que leur fils ait accès à des soins adaptés et notre dossier leur a apporté les arguments dont ils avaient besoin, m'a-t-elle expliqué. Elle traitait tous ces dossiers bénévolement, convaincue désormais de la nécessité de ce combat. Yoon m'a contacté avec une surprise concernant la famille d'Alan. Sa sœur biologique, qui l'avait blessé des années plus tôt, suivait ses progrès à distance à travers les rapports d'audience. Aujourd'hui âgée de 17 ans,
Elle souhaitait renouer avec son frère. Elle avait adressé à Yoon une longue lettre sur le pardon et sur son envie de mieux comprendre ce qui était arrivé à Alan. Yoon essayait alors de voir, avec les deux établissements concernés, s'il serait possible de mettre en place une rencontre encadrée. La sœur vivait à 2 heures de route, mais était prête à faire le déplacement si Alan acceptait de la voir. Yoon pensait que cela pourrait jouer un rôle clé dans la guérison d'Alan, à condition que la démarche soit bien préparée. Elle en avait déjà parlé au thérapeute d'Alan pour aborder le sujet sans raviver sa culpabilité. Pour la première fois depuis qu'Alan avait intégré le système, une réconciliation familiale semblait envisageable. Petit à petit, chaque victoire venait s'ajouter à la précédente. Suite à ce qui était arrivé à Alan, le conseil d'administration de l'hôpital a voté l'obligation d'une formation sur les traumatismes pour tout le personnel. Fiona a été nommée pour animer les sessions, car elle savait, pour l'avoir vécu, que l'attention portée à l'humain valait mieux que les mesures de contention. Elle projetait des graphiques illustrant l'évolution du comportement d'Alan avant et après sa rencontre avec Poppy, pendant que les soignants prenaient des notes et l'interrogeaient sur les stratégies de désescalade. La formation s'est étalée sur 3 mois et la présence était obligatoire. Stuart, visiblement gêné, devait assister à chaque session, surtout lorsque Fiona évoquait les effets délétères des décisions prises sous l'emprise de la peur. 6 mois ont passé et l'établissement d'Alan envoyait des rapports de progrès qui laissaient sans voix tous ceux qu'il avait reconnus autrefois. Il s'exprimait maintenant en phrases complètes lors des visites de Poppy et suivait régulièrement les cours avec d'autres enfants de son âge. Son enseignante notait dans son rapport qu'Alan obtenait des résultats largement au-dessus de la moyenne en maths et en sciences, dès qu'il se sentait assez en confiance pour participer. Celui qui, avant, allait jusqu'à mordre pour se défendre, levait désormais la main pour répondre aux questions et participait sans aucun incident à des travaux de groupe. Lors d'une visite, Poppy et Alan ont passé tout leur temps à plier ensemble des animaux en papier pour la journée des familles de l'établissement. Ils ont confectionné des grues, des grenouilles, des papillons, même des dragons, jusqu'à en avoir assez pour constituer un véritable zoo qui a attiré l'attention des autres familles. Certains plus jeunes ont demandé à Alan comment il faisait le dragon compliqué. Il leur a expliqué chaque étape, sans jamais s'énerver ni perdre patience. Le personnel avait du mal à croire que ce garçon, il y a encore quelques mois, était constamment sous contention. Un après-midi, alors que je faisais mes cartons dans mon nouvel appartement, Becca m'a appelé pour me raconter la dernière idée de carrière de Poppy. Elle a décidé qu'elle voulait devenir thérapeute, depuis qu'elle a vu combien les visites faisaient du bien à Alan, et rien ne pourra la faire changer d'avis. Elle avait déjà emprunté des livres de psychologie à la bibliothèque et apprenait à ses camarades des exercices de respiration pendant la récréation, quand ils étaient contrariés. Cette fillette avait saisi quelque chose de la guérison que bien des adultes ne comprendront jamais, et elle n'avait pourtant que 10 ans. Dans mes nouvelles fonctions au bureau du médiateur de l'État, je sillonnais la région pour enquêter dans différents établissements sur les plaintes concernant des enfants placés. Rien qu'au cours de la première année, j'ai pu sortir 5 enfants de situations délicates en m'appuyant sur la jurisprudence issue de l'affaire d'Alan. À chaque fois que je remplissais un dossier, je repensais à la leçon d'Alan et de Poppy. Le lien compte bien plus que le contrôle, et chaque enfant mérite d'être regardé autrement qu'à travers ses pires fautes. Après 8 mois sans incident, l'équipe soignante d'Alan lui a permis de sortir, accompagné en ville. Sa première envie n'a pas été d'aller au fast-food ni de traîner dans une salle d'arcade. Il a demandé à visiter la bibliothèque municipale du centre. Il en est ressorti avec 3 livres sur l'origami avancé et il a passé toute sa sortie plongé dans ses lectures, installé dans la salle de référence, sous le regard médusé de son accompagnateur. De retour à l'établissement, Alan a commencé à donner des ateliers d'origami aux autres jeunes pendant les activités et le nombre d'incidents de violence dans son unité a été divisé par 2. Un an après ce jour où Poppy regardait le lit défait d'Alan dans cette chambre vide, tout avait changé, d'une façon qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Alan avait rejoint une famille d'accueil spécialisée, formée aux problématiques du traumatisme, et retrouvait Poppy chaque semaine lors des séances de thérapie familiale. Les parents d'accueil donnaient régulièrement des nouvelles. Alan participait à la préparation du dîner, jouait avec leur chien et faisait ses devoirs à la table de la cuisine, comme n'importe quel enfant. Poppy venait le samedi, il s'installait dans le jardin pour plier du papier ou avancer sur des projets scolaires, pendant que Becca les observait depuis la terrasse, les yeux pleins d'émotion. Il m'arrive, lorsque je passe devant l'ancien hôpital en route vers une nouvelle mission, d'apercevoir encore des grues en papier accrochées aux fenêtres du service des patients difficiles. Les infirmières se sont mises à en fabriquer lors des moments de calme et à en apprendre la technique à ceux qui le souhaitent, se rappelant le jour où une fillette a su voir, derrière les apparences, un garçon qui méritait qu'on lui tende la main. Chaque grue raconte l'histoire de quelqu'un qui a compris que la peur peut nous pousser à commettre le pire, mais que le lien, lui, peut réparer des blessures que l'on croyait impossibles à soigner. Voilà comment je raconte cette histoire. J'aimerais vraiment entendre la vôtre, d'ailleurs. Faites défiler la page et laissez un commentaire pour que la discussion se poursuive.